Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en punition. En effet, les indices boursiers reculent, le Nasdaq 100 perd plus de 15% depuis ses plus hauts, le CAC 40 recule de 8% depuis ses plus hauts historiques. Le début d'année est très compliqué. Nous allons donc faire un point complet sur les marchés. Bienvenue pour les marchés en action, je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 janvier 2022 et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations ne constituent pas de conseils en investissement. Comme toutes les semaines, tous les matins, le morning meeting d'Anthony Bondin. Tous les jours, Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Dejac. Et comme tous les mardis, notre émission hebdomadaire Les marchés en action. Avec au sommaire 3 parties, le focus marché, le top flop macroéconomique, l'analyse graphique. Nous sommes aujourd'hui mardi 25 janvier, nous avons rendez-vous avec la Fed demain mercredi 26 janvier qui va faire la pluie et le beau temps. C'est la raison pour laquelle le point de cette semaine sera relativement rapide. Le graphique de la semaine, le voici. C'est tout simplement la différence entre le lièvre et la tortue. Le lièvre, c'est ARK Innovation, le fonds de Cathie Wood, bien connu pour aller sur les valeurs technologiques. Depuis le crash du Covid, eh bien, le fonds de Cathie Wood avait absolument cartonné pendant un an, avec pratiquement x3, donc 200% de performance. Et depuis, il a été divisé par 2. Donc aujourd'hui, en fait, ici en bleu, vous avez la performance de Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett. Et en rose, vous avez Cathie Wood. Et en gros, c'est la confrontation de deux façons d'investir, de trader, enfin plutôt d'investir justement, entre ce bon vieux Warren qui va aller sur des dossiers long terme, value, avec du cash, et Cathie qui est très positive sur l'avenir, sur la disruption, sur la technologie, et qui se dit de toute façon il y a un potentiel absolument énorme, donc même si on perd 50%, c'est pas grave, en rose. Et en fait, si vous voulez, ce graphique représente bien deux types d'investisseurs. Et alors que je pense que 80% des investisseurs se suffiraient de la courbe bleue, j'ai l'impression, au regard des discussions avec des clients, des lecteurs, etc., que 80% des gens essayent d'avoir la courbe rose. C'est-à-dire d'essayer d'avoir une performance maximale sur certaines périodes et de réussir à sortir du marché pour revenir plus bas. C'est-à-dire réussir à trouver les bonnes valeurs, réussir à faire du market timing et à sortir en haut pour revenir en bas. C'est-à-dire réussir à réaliser un trading de très grande qualité avec un timing parfait, là où Warren Buffett, sans stress, va juste tenir ses positions et aller boire des coca. Donc, c'est une question à vous poser, c'est une question très importante. Est-ce qu'au quotidien, je me casse la tête à aller sur des valeurs de croissance, des valeurs volatiles pour essayer de chercher de la surperformance, pour par moment réussir à surperformer, pour d'autres me faire éclater et revenir au même résultat que quelqu'un qui aurait fait du buy and hold sans toucher sur des valeurs de qualité? Ou est-ce que j'ai juste envie d'être tranquille? Voilà. Donc posez-vous cette question. Est-ce que j'ai envie que ça monte vite et que ça baisse vite, ou est-ce que j'ai envie de tranquillité? Et si vous avez envie de tranquillité, eh bien revoyez peut-être le type d'action sur lequel vous allez. Alors, focus marché. Le cadre, c'est quoi? Les taux se tendent. Et en plus, à cela s'ajoutent des tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine. Du coup, les marchés sont sous pression. Le sentiment de marché, c'est qu'il y a une pression baissière, une certaine morosité et beaucoup d'attentisme avant la réunion de la Fed de ce mercredi. C'est pour ça que cette émission de ce mardi est relativement courte. Tout baisse à court terme. Au début, c'était les valeurs de croissance, c'était toutes les valeurs qui ont cartonné l'année dernière, les rouleaux compresseurs. Mais cette semaine, on a aussi et les valeurs de l'énergie et les valeurs bancaires qui baissent. Et donc,
Je pense qu'il vaut mieux laisser la poussière retomber et patienter. Le comité de la politique monétaire de la Réserve fédérale se réunit aujourd'hui et demain, et les investisseurs tablent sur un cycle de hausse de taux à partir du mois de mars. Donc on aura de nouveaux éléments à ce sujet demain soir avec Jérôme Powell. La Fed pourrait remonter ses taux à chaque trimestre, en mars, en juin, en septembre et en décembre 2022. Il y a toujours peu d'activité sur les small et les mid cap qui manquent cruellement de flux entrants, et ça, eh bien, c'est regrettable, mais c'est un fait. En 2022, on devrait connaître de nombreuses OPA puisqu'on a énormément de cash accumulé par les entreprises. Et j'ai envie de vous dire que c'est un peu la bonne nouvelle du moment parce que la macroéconomie se retourne et devrait ralentir, les résultats d'entreprise devraient ralentir, les soutiens de banque centrale devraient ralentir. Donc voilà, il va falloir essayer de trouver des éléments positifs, et en voilà un. Il y a énormément de cash accumulé par les entreprises, du coup il devrait y avoir des OPA, on l'a vu notamment récemment dans le secteur des jeux vidéo. Le pétrole WTI, corrélé à la reprise économique, flirte avec ses plus hauts annuels. Il fait une pause actuellement sur les 85 $, et il ne faut pas oublier que le pétrole vient de réaliser un rallye de 40% en 2 mois. Les métaux tiennent, c'est-à-dire que sur l'argent, on a eu une hausse de 22 à 24 $ avant de connaître une pause. Sur l'or, pareil, on a eu quelques pourcentages de grappillés ces 2 dernières semaines. Mon avis reste inchangé à long terme, nous sommes dans des zones d'accumulation rationnelle. Enfin, le Bitcoin, qui est très corrélé au Nasdaq, comme nous l'avons vu la semaine dernière, est descendu d'un cran. Tout comme le Nasdaq a cassé ses supports, le Bitcoin a fait de même, et le voilà donc à 37 000 $. On passe directement au top flop pour imager un petit peu ce qu'il se passe actuellement. Donc ici à gauche, vous avez le Bloomberg World Exchange Market Capital. Donc en fait, c'est la capitalisation boursière mondiale. Et nous sommes effectivement passés de 125 000 milliards à 115 000 milliards. Nous avons donc perdu à peu près 10% de la capitalisation boursière mondiale. Capitalisation qui n'avait fait que monter depuis 18 mois et qui avait besoin de respirer. Est-ce que ce graphique est baissier? Non. Est-ce que ce graphique est neutre? Pourquoi pas? Est-ce que ce graphique nous montre qu'on a une catastrophe à venir? Pas vraiment. Mais il montre bien que l'on patine sur les plus hauts. Et je ne vous le cache pas, c'est une période complexe. Ici, vous avez une photo de moi en train d'essayer d'acheter le creux. Ici, vous avez le creux du creux et le creux du creux du creux. Petite image humoristique juste pour vous montrer que au début on paye les replis horaires, puis les replis journaliers, puis les replis hebdomadaires, et lorsque le marché se retourne, eh bien on a tendance à se faire stopper à tous les prix, on a tendance à bien dérouiller, ça a tendance à être particulièrement complexe, et je vous assure que c'est le cas pour tous les professionnels et les semi-professionnels avec lesquels je discute au quotidien. On voit bien depuis le début de l'année qu'il y a une rotation sectorielle majeure qui s'est opérée, les valeurs de croissance et les valeurs du luxe reculent très nettement, alors que les valeurs de l'énergie, de l'automobile, des bancaires profitent. Donc ça, c'était le début d'année, la rotation majeure qu'il y a eu entre les valeurs cycliques et les valeurs de croissance. Le problème depuis une semaine, c'est que jusqu'ici, en fait, les valeurs énergie, bancaire et autres tiraient la hausse et les autres reculaient, et la somme des deux était plus ou moins neutre. Le problème depuis une semaine, c'est que tout baisse, que même le pétrole rebaisse, que même Total rebaisse, que même les bancaires rebaissent. Du coup, on a et les bancaires, et l'énergie, et la croissance qui baissent, et du coup, ça fait très mal. Ici, vous avez un graphique à droite qui vous montre ici en rouge l'énergie, en vert les métaux précieux, en jaune les cours des matières premières agricoles, et vous voyez bien qu'il y a des tensions sur chacun de ces marchés-là. L'énergie monte, les métaux montent, l'agriculture monte, tout monte, ce qui est bien évidemment porteur d'inflation. L'inflation est un problème pour notre cher Biden, puisque aux États-Unis, vous voyez ici que quand l'inflation est basse,
Post-Covid, en janvier 2021, l'inflation est très basse et tout va bien pour Biden en termes de pourcentage d'approval, c'est-à-dire les gens qui sont favorables à sa politique. Et vous voyez que l'inflation est remontée drastiquement et que les approvals, les soutiens à Biden ont chuté drastiquement. Qui dit inflation dit hausse des prix, dit problème pour consommer, dit recul de la confiance des investisseurs et grogne sociale. Donc aujourd'hui, Biden a un gros problème, c'est l'inflation. Et l'inflation, pour la contrer, il va falloir monter les taux, il va falloir faire appel à la Fed. C'est pour ça que voici le programme de la Fed ici à droite. La Fed est censée monter ses taux en mars, en juin, en septembre et en décembre. Donc on attend un tapering, c'est-à-dire une baisse des achats d'actifs sur ces premiers mois de l'année, jusque mars. Et ensuite on arrête d'injecter et on monte les taux d'intérêt. Et c'est pour ça que actuellement nous connaissons un repli sur les indices boursiers, parce que l'argent gratuit s'évapore. Ici à gauche, vous avez un graphique des pics de volatilité, des pics de peur sur le VIX. Le VIX, c'est le Volatility Index, c'est aussi l'indice de la peur. Donc vous voyez ici des symétries mensuelles, trimestrielles sur le VIX avec des pics réguliers. Nous sommes actuellement dans un pic. On est autour des 30 points sur le VIX. Et il faut espérer que la situation se calme, que le VIX redescende, que la peur redescende et que les indices arrivent à se stabiliser. Sinon, ça va commencer à faire très mal. Pourquoi est-ce que ça va faire très mal? Eh bien, c'est parce que quand on regarde dans le détail, en fait, l'indice Nasdaq a beau être pratiquement sur ses plus hauts annuels, à 15% de ses plus hauts, sur certaines valeurs, c'est la boucherie. Le nombre de valeurs qui est au-dessous de la moyenne mobile à 200 périodes est absolument énorme. Je crois même aujourd'hui avoir lu que seuls 25% des actions américaines étaient au-dessus de leur moyenne mobile à 100 périodes. Ça veut dire qu'à court terme on est baissier, qu'à moyen terme on est neutre ou baissier, et qu'il ne reste plus que le long terme haussier pour pouvoir soutenir cette correction majeure qui n'a pas encore touché les GAFA et qui commence à les toucher, mais qui avait déjà touché l'ensemble du marché ces dernières semaines. En exemple, voici Peloton. Peloton, d'ailleurs, on peut regarder la courbe de la psychologie de l'investisseur. Je ne sais pas si vous connaissez cette courbe où au début, les gens voient les cours monter, deviennent enthousiastes, deviennent très contents. Ensuite, c'est un nouveau paradigme. Quand on était tout en haut, en fait, le nouveau paradigme, on était en plein Covid. Tout le monde disait que Peloton, c'était des vélos électriques, des vélos connectés, que c'était génial, que tout le monde allait voir un Peloton à la maison. Et puis derrière, le Covid s'efface, Peloton retombe, les résultats retombent, les perspectives aussi. Et en fait, on est pile poil dans un graphique long terme de la psychologie de l'investisseur. Les gens sont rentrés avant, les institutionnels, tout le monde a profité, l'action a fait x10, et puis derrière, tout le monde est sorti, et puis derrière, on a la capitulation, et ainsi, on a beaucoup d'actions américaines de croissance qui sont revenues en l'espace de quelques semaines sur leur plus bas historique. À droite, ici, vous avez un record historique de volume. Alors, je l'ai pris au moment où ça cotait hier soir, mais on est allé jusque 66 milliards échangés sur le Nasdaq hier en une seule séance. Et figurez-vous que c'était un record historique. Alors certains diront que c'est un record historique en termes de volume et que ça marque un point bas. Pour moi, ça marque le début d'un long combat cette année entre les acheteurs et les vendeurs. Comme je l'ai dit dès le début de cette année, 2022 va être une année complexe, difficile, une année erratique, une année au mieux de range. Qu'est-ce qu'un range? C'est un canal horizontal dans lequel on pourrait fluctuer. Et je pense qu'il y a de grandes chances qu'on fluctue dans un canal horizontal de 20% cette année, c'est-à-dire que dès qu'on chute trop, les banques centrales sont là, et dès qu'on monte trop, les valorisations nous font redescendre sur terre.
Alors on a des informations un peu contradictoires qui sont données ces dernières séances et c'est aussi pour ça que je ne vais pas m'attarder dans cette émission parce que je suis très dubitatif, attentiste. Euh, Selon Morgan Stanley, la semaine dernière, alors que les indices étaient en train de baisser fortement, jeudi dernier, vendredi dernier et même ce lundi, alors que les indices américains baissaient, eh bien les investisseurs particuliers vendaient leurs actions américaines. Et donc, quand on regarde ça, on se dit, alors attendez, quand on perdait 5%, ils achetaient, 10%, ils achetaient, mais à 15%, ils n'en peuvent plus, ils vendent. Donc, n'est-on pas sur un point extrême? N'est-on pas sur de la peur? Ne va-t-on pas rebondir? Quand on regarde à droite le AAII, l'enquête faite auprès des investisseurs individuels américains, eh bien, on voit que le sentiment des investisseurs est au plus bas. Donc, on pourrait se dire, le sentiment des investisseurs est au plus bas, le marché va réagir. Il a réagi hier, effectivement. Le CAC 40 a réagi sous les 6800 points et le Nasdaq à moins 4% a réagi et a clôturé dans le vert, enfin tout juste à l'équilibre. Ça montre, si vous voulez, qu'on est dans des marchés volatiles et indécis, mais ça montre pas, ce ne sont pas les caractéristiques d'un point bas de long terme. Voilà. Ici à gauche, vous avez le MSCI Russia Index. Donc ça c'est pour vous montrer qu'en l'espace de 6 mois, les actions russes ont perdu pratiquement 30%. Donc il y a une pression forte qui est mise sur les actions russes et la Russie à cause des tensions justement entre l'Ukraine et la Russie. Alors franchement, là-dessus, Joker. Est-ce que la Russie va oser envahir l'Ukraine demain et engendrer un choc de marché sur le gaz, le pétrole et les actions européennes? Ou est-ce que c'est du bluff, ce sont des tensions géopolitiques qui vont se calmer, auquel cas, une fois qu'elles se seront calmées, les indices vont repartir? Franchement, c'est pas moi qui vais prendre ce pari-là. Ensuite, à droite, vous avez un graphique du China Credit Impulse et de l'ISM en Chine. On voit bien que la Chine est en train de ralentir, qu'après une année 2021, tous les indicateurs ralentissent. Par contre, on voit bien que parce que ça ralentit fortement, eh bien, la Chine pourrait de nouveau intervenir, agir, soutenir avec du quantitative easing. Donc ça, ce serait plutôt une bonne chose au moment où la Fed ralentit ses achats d'actifs jusqu'à les arrêter. Ici à gauche, vous avez un ratio entre le cuivre et le Nasdaq. Le cuivre et le Nasdaq, donc en l'an 2000, quand le Nasdaq touche son point haut, le cuivre commence à surperformer par rapport au Nasdaq, jusqu'en 2008, où là on a un point haut sur les matières premières, le pétrole et le cuivre. Ensuite, vous avez le Nasdaq qui surperforme pendant 15 ans par rapport aux matières premières, et actuellement, de nouveau, on a les matières premières qui frétillent et le Nasdaq qui se fait un peu dégommer. Donc, il est intéressant de constater cela. Et c'est une des raisons qui a fait que début 2022, je suis passé fortement haussier sur les métaux, l'argent, l'or. J'en suis détenteur à titre personnel en physique et en papier parce que je pense qu'il y a plus intérêt à être acheteur d'or et d'argent à l'heure actuelle que d'être acheteur du Nasdaq. À droite, ici, vous avez les buyback authorization, donc les autorisations de rachat d'actions par les opérateurs. En 2021, ça a été un record absolu. En 2022, cela devrait être de nouveau un soutien majeur aux actions américaines, le fait que les entreprises américaines rachètent leurs propres titres. Ici à gauche, c'est un graphique de l'inflation européenne qui atteint les 5%. Les anticipations sont ici et là pour 2021-2022. L'inflation est donc bien supérieure aux attentes. Les banquiers centraux ont avoué qu'ils avaient eu tort et on croise très fortement les doigts pour qu'ils aient raison et que l'inflation retombe. Parce que si l'inflation ne retombe pas, ça engendre de la grogne sociale et ça vient forcer les banquiers centraux à agir plus vite que prévu, à remonter les taux d'intérêt et à faire donc pression sur les indices boursiers.
Et enfin, ici à droite, Internet vs Crypto Adoption. En fait, c'est la courbe d'adoption de l'Internet entre 1990 et 2000, superposée avec la courbe d'adoption des cryptos entre 2014 et 2024. Et vous pouvez voir que l'adoption des cryptos est en tout point équivalente à l'adoption d'Internet, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus on a un nombre d'utilisateurs qui est absolument énorme, et que de la même manière qu'on a décrié Internet dans les années 90 et qu'on décrit aujourd'hui les cryptos en l'an 2020, eh bien peut-être qu'on est à l'aube de quelque chose de nouveau et qu'il faut être ouvert d'esprit. On va passer à l'analyse graphique, sans pause aujourd'hui, allons directement à l'essentiel. Vous avez un graphique ici du CAC 40. Donc le CAC 40, si on est un investisseur de long terme, pour l'instant, on n'a absolument pas bougé. Faut pas non plus crier péril en la demeure alors qu'on a perdu 7% depuis les plus hauts. Le CAC 40 est aujourd'hui au même prix que le 20 décembre dernier. Ça veut dire que depuis un mois, qu'est-ce qu'a fait le CAC? Il n'a pas bougé. Alors vous me direz, oui, mais moi j'ai perdu 10% sur les valeurs de croissance. Oui, ok, c'est vrai. Depuis à peu près un mois, il y a une énorme rotation sectorielle qui s'est mise en place. Voilà ce que moi j'ai envie de vous dire. On reste haussier sur le long terme. Sur le moyen terme, nous sommes en train de passer d'un marché haussier et soutenu à un marché moins dynamique. C'est ce que j'ai écrit ici. En fait, ce qu'il y a, c'est que ces derniers mois, à chaque fois qu'on baissait, on se disait c'est bon, les banquiers centraux sont là. Depuis le début de l'année 2022, on se dit maintenant si ça baisse, les banquiers centraux ne sont plus là, puisque les banquiers centraux souhaitent réduire leur quantitative easing et monter les taux d'intérêt. Donc ce n'est plus un ressort sur lequel nous pouvons compter. Raison pour laquelle, plutôt que d'entrevoir un creux en V comme nous l'avons eu ces derniers mois, j'entrevois plutôt quelque chose de beaucoup plus mou et beaucoup plus neutre. Lorsque nous étions au-dessus des 7100 points la semaine dernière et celle d'avant, on était dans un marché qui était en rotation. Tant qu'on était au-dessus des 7100 points jusque jeudi, vendredi dernier, je n'étais pas stressé plus que ça. Le fait que vendredi dernier, on casse les 7100 points, qu'on casse des supports, qu'on se fasse peur, que la volatilité augmente et que même les bons dossiers et les dossiers plébiscités, c'est-à-dire les bancaires et l'énergie soient délaissés, je me suis dit, ah là, il faut faire attention, il faut lever les mains du clavier. Au cours actuel, je sais que je ne sais pas. Nous avons certes atteint un premier objectif, la zone des 6750 points et la moyenne mobile à 200 périodes, mais j'ai l'impression qu'on a mis une première salve de ce qui pourrait être une double salve. Je sais que je ne sais pas, j'ai pas envie de passer 50 ans là-dessus, ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que si on était dans le marché habituel et qu'on faisait fi des politiques de banque centrale et de la macroéconomie, on pourrait se dire le marché monte, il baisse, il monte, il baisse, il monte, il baisse, il monte, il baisse, il n'y a rien de spécial. Là, on a deux rendez-vous, la Fed mercredi et le conflit, les tensions entre la Russie et l'Ukraine actuellement. Donc en gros, si je suis baissier, mais que Jérôme Powell est soutenant et qu'il ne se passe rien entre l'Ukraine et la Russie, les marchés remontent et je passe pour un guignol. Si je suis trop haussier et que demain la Russie envahit l'Ukraine, je passe pour un guignol aussi. Vous comprendrez qu'en l'état, ne souhaitant pas passer pour un guignol, je préfère vous dire que nous sommes neutres à moyen terme, à proximité de premier support, qu'on peut avoir une deuxième frayeur et qu'il faut intégrer dans votre scénario un risque de creux supplémentaire si les tensions sur les taux, la politique monétaire et surtout entre la Russie et l'Ukraine devaient augmenter. Donc, on a baissé, on s'est fait peur, on a bien corrigé sur plein de titres, on a pu commencer à en acheter, mais pour pouvoir, si vous voulez, racheter l'autre moitié, compléter les lignes, remplir les portefeuilles, eh bien, il faudra soit attendre une nouvelle salve baissière pour compléter plus bas, soit que les marchés repartent de l'avant pour être rassurés. Mais au cours actuel, celui qui vous dit qu'il est sûr que le scénario ce sera ça, A ou B, eh bien cette personne me semble un peu trop sûre d'elle-même. Personnellement, je sais que je ne sais pas, je trouve ça toujours aussi à long terme, toujours aussi à moyen terme.
Je me dis que la Russie ne va pas envahir l'Ukraine parce qu'il ne faut pas que ce soit la guerre en Europe. Je me dis qu'il y a un ajustement des valeurs de croissance au taux d'intérêt, mais que c'est pas non plus la fin du monde. De ce fait, j'aurais envie de me dire qu'on est en train de corriger et que c'est une correction habituelle dans un marché haussier. Et c'est ce que je viens de vous dire, en fait. C'est principalement ma pensée. Je pense que certes, on peut se faire des frayeurs, mais je pense qu'on n'est pas loin d'atteindre des gros supports à partir desquels on devrait, en théorie, remonter, sauf erreur de la Banque centrale, sauf missile en Europe. Voilà. Donc, a priori, la situation pourrait rentrer dans l'ordre si on n'a pas de signe noir. Concernant les autres actifs, l'euro-dollar, on a fait la tentative de retournement haussier et puis on est retourné à la baisse. On va dire qu'il est plutôt neutre sur les 2 derniers mois. Concernant l'argent, parce que le dollar se reprend, l'argent consolide, mais on est d'accord que l'argent reste aussi à long terme, neutre à moyen terme et qu'il a tenu le bas de son range. Donc ma stratégie, moi, sur les cours de l'argent et de l'or, c'est d'acheter les bas du range pour faire de l'accumulation rationnelle de long terme, puisque je pense qu'à long terme, les métaux ont un bel avenir devant eux. L'or, le voici, toujours haussier, toujours soutenu. En début d'année, j'ai acheté de l'or en physique parce que je pensais que c'était une diversification plus intéressante que les cryptos qui étaient très corrélés à l'appétit pour le risque. Je me suis dit, si les indices et les cryptos baissent, il y a de grandes chances quand même que les métaux tirent leur épingle du jeu. Donc plutôt que de me mettre sur les actifs les plus risqués après 18 mois de hausse, j'ai préféré aller sur les actifs refuges, les actifs décorrélés, les actifs de protection, que sont l'or et l'argent. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas mettre d'or et d'argent en compte titre, en PEA, excusez-moi. Vous pouvez le mettre en compte titre via des ETF. J'ai à peu près 50 personnes qui m'ont dit « mais quels ETF choisir ?» Je vous invite à être curieux, à utiliser les moyens que vous avez à votre disposition pour aller sur Google et taper « acheter de l'argent, zone bourse ». Comme ça, vous tomberez sur un article « L'argent dans tous ses états » où l'équipe Zone Bourse vous propose des ETF sur l'argent. Donc voilà, pour moi, argent et or, c'est important. Concernant le pétrole, le voici, on fait une pause. On vient de gagner 40% en quelques semaines. Le pétrole monte parce qu'on a des anticipations de croissance pour 2022 qui sont relativement importantes. Simplement, après 40% de hausse et alors qu'on arrive sur cette zone de résistance et qu'il y a un peu d'aversion au risque, j'ai tendance à être un petit peu plus prudent sur la suite. Et puis concernant le Bitcoin est un actif totalement corrélé à l'aversion, l'appétit pour le risque, au sentiment des opérateurs. Le Bitcoin est 100% corrélé au Nasdaq ces dernières semaines. Si le Nasdaq baisse, le Bitcoin baisse. Si le Nasdaq monte, le Bitcoin monte. En soi, donc, le Bitcoin n'est absolument pas décorrélé du marché. Le Bitcoin suit les actifs risqués. Si les actifs risqués tiennent bon, le Bitcoin tiendra bon. Si les actifs risqués lâchent, le Bitcoin lâchera. Le CAC, le voici. Donc le CAC, il est dans la zone de crainte. Après, on peut regarder un peu ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des choses qui ont changé. Alors, d'une part, le Dow Jones, il est revenu sur support. Et il y est actuellement. Le S&P 500, il est sorti de son canal haussier. Il est devenu plus neutre. Mais il est sur support également. Et les Nasdaq, ils sont un peu en chute libre, puisqu'ils sont sortis d'un canal haussier par le bas. Mais si on prend la hauteur du canal haussier et qu'on le reporte à la sortie, en fait, on se rend compte qu'on a plus ou moins atteint les objectifs baissiers. Donc, on a un Dow Jones sur support, un S&P sur support, un Nasdaq sur support, un CAC 40 non loin de MM200. Dans le meilleur des mondes, on tiendra les zones actuelles et on repartira à la hausse. Dans un monde plus complexe, Jérôme Powell nous parle de hausse de taux, ça pressurise les indices et on va un cran en dessous. Je ne dis pas qu'on va le faire, je ne l'espère pas pour vous et pour moi, mais j'y suis ouvert
parce que quand je regarde ce graphique du CAC 40 sur le long terme haussier, je me dis qu'on pourrait très bien aller sur 6500 points avant de repartir, qu'il n'y aurait pas mort d'homme. Donc c'est ça aussi qui est assez fou, si vous voulez, c'est que des corrections du CAC de 500 points, on en a eu 1, 2, 3 ces 6 derniers mois, et alors qu'on vient de nouveau d'en faire une, et qu'elle n'est pas beaucoup plus différente que les autres, on parle de fin du monde. Donc je suis partagé entre l'envie de vous dire, bah alors pourquoi tout le monde parle de fin du monde alors qu'on vient juste de faire un repli légitime, et partagé avec l'idée de vous dire, attention, la situation devient chaude parce que contrairement aux derniers mois où les banques centrales étaient là, elles ne sont plus là, et en plus la Russie menace l'Ukraine. Donc j'ai décidé dans l'émission du jour de botter en touche et d'être relativement neutre. Je trouve qu'on est revenu sur des zones de soutien majeures, mais je ne serais pas étonné qu'on les travaille ou qu'on se fasse peur dessous si des tensions venaient à apparaître, soit avec la Fed, soit avec la Russie. Étant donné que j'ai pas de boule de cristal, eh bien je vais rester très prudent. On va regarder quelques actions ensemble dans cette fin d'émission. D'une part, les valeurs en trend following, le but étant de vous montrer deux types de valeurs, les solides et les moins solides. Des valeurs qui surperforment, c'est-à-dire des valeurs qui montent quand ça baisse, ce qui est quand même assez agréable. Et puis des small caps qui sont relativement décorrélés, où on verra différents types de configurations. Alors, je commence avec Obey. Et là, vous avez donc un exemple de l'adage boursier. L'adage boursier qui dit, en bourse, les excès sont corrigés par les excès. Vous avez ici une valeur qui évolue dans un canal haussier et on tente de sortir par le haut de ce canal. Souvent, lorsqu'une valeur essaye de sortir par le haut d'un canal, elle essaye ensuite d'en sortir par le bas. Parce que en bourse, les excès sont corrigés par les excès, donc quand on va trop haut, trop vite, on a tendance à revenir tout aussi violemment sur les supports. Et donc vous avez ici une valeur qui était sortie par le haut de son canal, en mode euphorie, et qui est revenue sous son canal. J'ai publié ce graphique d'Obey sur Twitter la semaine dernière en disant on est sorti par le haut du canal, donc il y a de grandes chances qu'on sorte par le bas du canal avant de stabiliser. Et donc vous voyez ici excès haussier en haut, excès baissier en bas. On s'est fait une frayeur sous MM200 aujourd'hui, on est en train de la tenir, et donc ça y est, la zone de soutien est bel et bien validée autour des 46-48 euros. Les acheteurs sont là. On est allé un peu trop vite. On est revenu sur les supports et on espère qu'on pourra stabiliser sur la zone actuelle. Ensuite, Esker. Alors Esker, c'était le symbole des valeurs de croissance. En 2020, elle a cartonné. En 2021, elle a cartonné. Et en 2022, elle s'est fait cartonner. Esker, qui était une des valeurs les plus chères du marché en termes de PER, en termes de Price Earning Ratio. Depuis le début de l'année, on a appris que les taux allaient monter, que les valeurs de croissance, c'était pas ça, que les valeurs chères, fallait les délaisser, qu'il fallait se mettre sur les valeurs à faible PER. Du coup, Esker, ayant un des PER les plus élevés du marché, s'est fait absolument dégommer. Pour ma part, j'ai essayé de faire une petite stratégie sur Zone Bourse lorsqu'elle était à 250 en espérant qu'une réaction positive prenne forme, mais elle a éclaté ce support supplémentaire. Et à vous dire vrai, quand je vois sa configuration, eh bien je pense jouet cassé. On était dans un canal aussi, on a cassé le canal. Une fois qu'on a cassé le canal, fallait lâcher l'affaire. On est allé sur MM200, elle a cassé, donc fallait lâcher l'affaire. On pouvait tenter à la limite une dernière fois sur le support horizontal que j'ai testé, ça n'a pas tenu, on lâche l'affaire. Il y a un moment donné où il faut lâcher l'affaire. Oui, la valeur vient de perdre 30% et par rapport au plus haut d'il y a un mois, elle est relativement basse, etc. Mais la dynamique est rompue. On était fortement haussier, elle s'est fait casser la figure. Donc ça mettra du temps avant que la tuméfaction du visage d'Esker change. Il va falloir digérer, il va falloir stabiliser. Et on verra alors s'il faut revenir dessus. Mais c'est là aussi où vous voyez l'importance des stops. Enfin, je veux dire,
Quand je vous ai montré un graphique au début de l'émission entre Warren Buffett, très peu de volatilité, un marché, enfin un fonds qui monte petit à petit, et les valeurs de croissance qui montent très vite très fort et qui rebaissent très vite très fort. Si vous avez acheté du SKR à 130, à 180, à 230 dans la hausse, vous avez fait une très forte hausse et vous êtes revenu à une moindre hausse. Fortement, si vous êtes arrivé sur la bourse fin 2021, que vous avez acheté SKR à 320, qu'elle est à 230 aujourd'hui, que vous n'avez pas mis de stop, ça fait tout drôle. Le CAC est à moins 10 par rapport à ses plus hauts et vous avez déjà perdu 25%. Mais voilà, c'est le lièvre et la tortue. Si on trade les lièvres, il faut savoir rentrer, sortir, mettre des stops, couper sous la borne basse du canal, couper sur un support pour pas pâtir complètement de la baisse. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui a acheté du SKR en 2020, et ben il a fait très forte hausse, forte baisse, c'est pas grave, il est toujours en gain. Par contre, quelqu'un qui a acheté SKR fin 2021, lui, il est déjà en baisse et il faut se poser des questions. Et si l'or? Alors, je voulais vous montrer deux types de graphiques dans cette première catégorie, trend following. Je voulais vous montrer d'une part, des valeurs jouets cassés comme SKR et d'autre part des valeurs qui tiennent bien. Et Zilor, elle est un peu entre les deux. C'est-à-dire que de la même manière qu'OB a fait un excès haussier au-dessus de son canal, elle est en train de faire un excès baissier en dessous de son canal. Vous voyez, le canal était là, on est sorti, on réintègre, on repart dessous. Donc je pense qu'on est en train de tester une zone majeure de soutien. Et c'est potentiellement ce genre de configuration qui va m'intéresser. Eurofins, au contraire, est une valeur comme SKR qui était fortement haussière, qui a cassé un niveau horizontal, qui a cassé MM200, qui est passé baissière, qui est sous MM200, qui n'est plus en trend following. Et en plus, Eurofins, tout comme Sartorius, elle a un joker Covid. Et actuellement, les chiffres du Covid sont au plus bas. Les marchés pensent que le Covid, c'est terminé. Espérons-le d'ailleurs. Donc, Eurofins et Sartorius, qui avaient des jokers Covid, ne rebondissent pas. Et je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, pour moi, des valeurs qui restent au-dessus des MM200 solides, on peut retourner à l'achat dessus, mais celles qui cassent MM200 et qui les violentent et qui passent largement dessous, c'est que le jouet est cassé. Eh bien, Eurofins, le jouet est cassé. Alors oui, elle est sur le bas d'un canal baissier sur un niveau horizontal comme vous pouvez le voir sur mon graphique. Donc espoir de rebond technique pour ceux qui sont dedans. Mais sinon, il y a plus dynamique, plus haussier à faire que de continuer de se concentrer là-dessus. Le grand est un entre-deux. Entre Eurofins et Zilor. Et Zilor est au-dessus des MM200. SKR est largement sous MM200, le grand est un peu entre les deux. Elle est un cran en dessous des MM200, mais sur un niveau horizontal. Donc ici déjà, c'est un truc un peu plus solide que du SKR, du Sartorius ou du Eurofins. On a été très fortement haussier, on est peut-être allé un peu haut, un peu vite, on revient sur un niveau horizontal, on attend de voir si le niveau horizontal tiendra pour acheter. Pernod Ricard, là on est sur du trend following, encore possible. On est dans une dynamique haussière, on est allé un peu haut, un peu vite fin 2021, on revient rapidement sur les supports, on revient sur un niveau horizontal, on tient toujours MM200, on va travailler la zone. Ça ressemble déjà moins à un jouet cassé que SKR ou Sartorius, ça donne déjà plus l'impression que ça peut repartir dans l'autre sens. Rémi Cointreau, même chose. Bon, de toute façon, ça c'est un point positif de l'alcool. Quand ça va bien, ça monte, et quand c'est la crise, ça monte aussi, parce que les gens boivent. Donc, c'est des belles valeurs françaises qu'on a sur le CAC 40. Rémi Cointreau, hausse, consolidation, hausse. Puis voilà, on va un peu haut, un peu vite, on revient vers les supports. Mais ici aussi, c'est plutôt beau. Regardez Rémi Cointreau, pile poil aujourd'hui, elle est venue combler le gap du 15 novembre dernier, et elle est venue tester MM200 et elle a réagi au-dessus. Donc là, on est toujours sur un titre haussier, toujours en trend following, toujours au-dessus des MM200. Ça, c'est le genre de titre que je préfère. Autre titre que j'apprécie, Rexel. Un titre qui était dans une consolidation horizontale pendant un an, qui en est sorti par le haut, qui est en train de faire son pullback, et qui pourrait redémarrer par la suite.
Donc ça, c'est le genre de configuration qui est intéressante. Là où Sartorius, bah, c'est moins beau. C'était haussier, c'était au-dessus des MM200, on a cassé violemment MM200. On est passé sous MM200, on a perdu 20% déjà depuis qu'on a cassé MM200. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis qu'MM200 c'est quelque chose d'important. Tant qu'on est sur MM200, on est sur des dossiers qui sont aussi à long terme en trend following et soutenus. Quand on casse MM200, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Schneider Electric, une des valeurs les plus haussières et les plus soutenues. Tendance haussière l'année dernière. Euphorie fin 2021, contre-euphorie début 2022, mais malgré le fait qu'il y ait cette contre-euphorie, en fait, on revient vers les supports, on revient vers MM200, on revient vers des gaps et des niveaux horizontaux. Donc Schneider, 147 MM200, 143 gap à combler, c'est des beaux niveaux pour pouvoir acheter sur repli ce genre de titre après 20% de baisse, pratiquement. Et alors que ces derniers restent bien orientés, très bien notés chez Zone Bourse, et toujours en trend following. Sinon, vous pouvez aller sur des valeurs qui sont un peu moins regardées, un peu moins soutenues, suivies, avec un peu moins de volume. SES Imageotac, par exemple, voilà, c'est une valeur où on a un peu parlé l'année dernière, elle est montée toute l'année. Puis en ce début d'année, vu qu'il y a de l'aversion pour le risque, elle corrige. Mais ça, c'est le genre de titre sur lequel on peut se mettre des alertes. Parce que si SES Imageotac passait de ses plus hauts à 78 à 58, qu'elle perdait donc 30% entre ses plus hauts et son support, elle reviendrait vers MM200, qui est fortement haussière. Et vous voyez que bah voilà, on peut perdre encore quelques pourcents pour arriver vers MM200 et repartir. Donc ça, c'est des titres qui sont très fortement haussiers, qui étaient allés très vite, très haut fin 2021, qui corrigent parce que ce début 2022 est plutôt morose, mais qui derrière, si les marchés stabilisent ou repartent, pourraient repartir aussi. Téléperformance, bon bah c'était un des titres les plus puissants, ça l'est moins aujourd'hui. Elle est un peu entre les deux, c'est-à-dire que elle a un trend haussier absolument hallucinant, mais ces dernières semaines, elle n'est pas en forme. En fait, ça me fait penser à Esker, c'est-à-dire un titre que tout le monde a plébiscité et où on se rend compte aujourd'hui que bah, il est un peu haut et que si ça devait ne serait-ce que corriger un peu, ça peut perdre facilement 30%, ce qui est en train de se passer. Donc là, il faut voir ce qui se passe sur Téléperformance. Il y a un gros niveau ici à 305-307. Il y a un niveau à reprendre à 331-332. Donc si les marchés continuent de baisser et que Téléperformance va à 300 €, c'est clairement une opportunité d'achat sur un titre long terme haussier. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'elle est sous MM200 désormais. Donc vous avez compris le concept. Je vous ai montré une dizaine de titres. Il y a ceux qui sont toujours haussiers, toujours au-dessus des MM200, en consolidation, mais en retour vers des supports, comme Schneider. On est monté très haut très vite, on consolide, mais on est toujours haussier et on est sur les supports. Et vous avez un autre type de titre, Esker, qui a cartonné l'année dernière et puis qui, depuis 15 jours, casse tous les supports et perd de sa superbe. Donc il faut rester sur les plus beaux, les plus haussiers, les plus forts et savoir couper sur ceux qui ne le sont plus. Maintenant, on va passer à la surperformance. On va regarder BIC, qu'on a regardé la semaine dernière. Donc depuis une semaine, le CAC baisse, BIC stabilise. Donc qui dit titre qui stabilise quand ça baisse, dit potentiellement titre qui monte fortement si les marchés stabilisent ou remontent. Donc ici on a un objectif sur MM200 vers 54 €, ça fait 10% de hausse. Bonduelle, c'est le genre de titre qui est haussier à très long terme, qui est sur zone de soutien. Et bien évidemment, Bonduelle, puisqu'elle n'est pas montée l'année dernière, bah, si tout chute, elle va pas perdre 40% comme Esker. Elle va peut-être en perdre 10-15. Donc c'est le genre de titre qui est défensif, un petit peu tout ce qui est consommation, Carrefour, Bonduelle. C'est des titres qui vont être plus tranquilles, moindre volatilité dans votre portefeuille, moindre gain certes, mais moindre perte aussi. Alors sinon, vous pouvez aller sur des titres qui restent solides. Coface, par exemple. Coface est fortement haussière depuis le Covid. Elle a chuté parce que en janvier, Natixis, de mémoire, est sorti du dossier.
et on est posé sur un niveau horizontal et sur MM20. Vous voyez bien que par rapport à beaucoup d'autres titres qui sont désormais déjà baissiers en correction sous MM200, ici en fait on a un titre qui ne fait que revenir vers support et vers MM200 et qui, si les marchés stabilisaient, pourrait repartir de l'avant. Interparfums, je vous l'ai montré la semaine dernière comme un titre extrêmement soutenu. Je vous ai parlé du fait qu'il fallait chercher des titres où la MM200 était forcément haussière et où les titres et où les cours étaient en évolution positive au-dessus des MM200 et bien solides. Ici, c'est le cas. On est revenu la semaine dernière à proximité des MM200 et alors que le 440 est plutôt mou, on va dire, eh bien, elle repart de l'avant. Les résultats sont sortis, ils sont très bons et le titre part de l'avant. Donc vous voyez bien que malgré un CAC en stabilisation horizontale voire en correction, il y a des titres fortement haussiers qui reviennent sur des supports et qui repartent quoi que fasse l'indice. Il y a aussi des titres défensifs comme Orange qui tirent leur épingle du jeu parce que certains investisseurs veulent aller sur du défensif et donc vont rechercher des valeurs comme les valeurs des télécoms. Et vous avez comme ça un titre comme Orange qui passe de 9 à 10, qui gagne 10%, alors que depuis le début de l'année, les indices sont sous pression. Les opérateurs sont à la recherche de dossiers décorrélés des indices qui surperforment, qui sont défensifs, et c'est comme ça qu'on a des valeurs comme Orange qui tirent leur épingle du jeu. De nouveau, on retourne sur un titre qualitatif, Recticel en Belgique. Et là, c'est un peu comme Schneider Electric, c'est un titre fortement haussier à moyen long terme. On est allé très vite fin 2021, on corrige début 2022, on revient vers des supports majeurs. Et une fois qu'on aura testé ces zones de prix, ici on a un gap à combler à 16,40. Mais vous voyez, même si les indices mettaient un nouveau coup de collier à la baisse et se faisaient des frayeurs, eh bien, on pourrait travailler la zone avant de repartir. Tant qu'on est au-dessus des mêmes 200 et des 15,50 €, Recticel est superbe, vraiment superbe. Ruby, on est dans le pétrole, l'énergie, on est en début de trend following, même si on est sous MM200, on fait du trend following sur les dernières semaines. Ruby, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, on remonte les stops de protection, on voit que la valeur a fait un plus bas sur les 28 €, donc maintenant, que vous soyez court-termiste, alors après les moyens-termistes peuvent se donner de la marge, mais si vous êtes trader, si vous êtes spéculateur, court-termiste, etc., tant qu'on est au-dessus des 28 €, tout va bien sur Ruby. Si on passe dessous, il faut savoir léger. Toujours dans la rubrique des titres solides SMCP, depuis un an, en trend following, alors avec des vagues assez violentes, forte hausse, forte baisse, forte hausse, forte baisse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la manière d'un crabe, on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. On est actuellement sur support, on est actuellement au-dessus des mêmes 200. Et donc, contrairement à beaucoup de titres qui sont en correction, ici, on constate que le trend following perdure. Ubisoft, j'attendais qu'elle revienne vers support à 47,50, support à 46,50 également, grosse zone de soutien à 45 €. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Ubisoft s'est réveillé la semaine dernière parce que il y a des achats dans le secteur. Il y a Microsoft qui a racheté Activision, il y a Take-Two qui a racheté Zynga. Et donc, en l'espace de 10 jours, on a eu 2 rachats dans le secteur des jeux vidéo, ce qui a donné des coups de fouet à Ubisoft. Mais parce que ces achats sont passés, ces news sont passées, et que le marché est toujours sous pression, Ubisoft retombe. Et donc, moi, je surveille attentivement un éventuel retour d'Ubisoft à proximité des 45 €. Parce que si elle revient à proximité des 45 €, elle revient relativement basse. Elle revient 20% plus bas qu'il y a une semaine. Et elle revient dans des zones où il est intéressant pour quelqu'un qui pense que des OPA supplémentaires sont possibles dans le secteur de regarder cette action. Je pensais réussir à faire une émission en 30 minutes, mais on est déjà à 50 minutes. CrossJet, pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est une valeur qui fait des zones de prise d'appui et qu'elle est en zone de prise d'appui. Voilà.
Donc espérons pour ceux qui sont dedans qu'il y ait de la news, qu'il y ait des publications positives. C'est vraiment une valeur qui évolue en dents de scie. Après, les plus bas sont même pas de plus en plus haut, les plus bas sont neutres à moyen terme. Il faut juste espérer qu'elles tiennent la zone actuelle. Equinox fait du Equinox. Equinox, on l'achète sur MM200 ou lorsqu'elle se fait des frayeurs en dessous. On la vend lorsqu'elle gagne 10-15% par rapport à MM200. Ça fonctionne depuis 1 an et demi. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont bien dû s'amuser là-dessus. Et j'aurais tendance à miser sur un trou d'air sous MM200 si je voulais jouer de nouveau du Equinox. Regardez ici en 2020, elle est passée 10%, enfin 5% sous MM200. Parce que le marché est fébrile, j'aurais tendance à dire la même chose. La MM200 est à 7,30, 5% en dessous, ça donne 7. Et bien moi, si je voulais acheter du Equinox, je l'achèterais à 7,05. À proximité des plus bas récents et 5% sous MM200. Ensuite, freelance.com, ça c'est un titre trend following de moyen terme. Et le trend following nous dit, tant qu'on est au-dessus des MM200, c'est haussier. Voilà, donc MM200 a été approché en novembre, on est reparti. MM200 a été approché récemment. Il faut absolument rester au-dessus des 6,70, 6,80, au-dessus des MM200 dans un trend haussier. Sinon, ça va devenir compliqué. Guillemot, on est sur support. C'est la MM200. C'est now or never. Il faut rester au-dessus des 13 euros. Alors, E-Link, c'est pas mal parce que c'est le genre de titre dont personne ne parle. On n'est pas sur une GLB puisque en l'an 2000, elle a coté 150 euros. Mais on est sur une valeur, vous voyez, qui entre 2017 et 2021 est restée dans un range et qui, post-Covid, a réussi à sortir par le haut. Donc il y a vraiment quelque chose de positif qui se passe sur ce dossier. On est largement au-dessus des MM200 et malgré une consolidation des prix depuis 8 mois, on reste au-dessus des MM200. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on a ici une zone horizontale défendue autour des 24 euros qui est juste énorme. Et c'est un des titres dans les small cap les plus haussiers que j'ai trouvé. Autre titre haussier, Lexibook. Tendance haussière, latéralisation, on est sorti par le haut en début d'année, on réintègre, on reteste la zone, on avait un gap à fermer, c'est fait, on avait un niveau horizontal à tester, c'est fait, on a MM200, dernier appel à 3,80 si nécessaire. Mais pour moi, tant qu'on est au-dessus des MM200 sur Lexibook, on est en tendance haussière et la baisse actuelle n'est qu'un retour sur support. Autre dossier très solide, très haussier, Lumibird, qui a cartonné l'année dernière, qui comme d'autres fatigue un peu et revient sur support, qui comme d'autres, s'il y avait une nouvelle salve baissière sur indice, je ne dis pas que ça va se passer, mais je dis au cas où, si Lumibird revient à 19 euros ou 18,80, c'est les soldes. Voilà. C'est revenir sur un support clé, c'est moins 20% par rapport au plus haut, revenir sur MM200, et c'est donc donner la possibilité de rentrer avec un point d'entrée top. Enfin, on finira par Robertet. Robertet, la voici en données mensuelles sur 25 ans. C'est un carton, entreprise française spécialisée dans les parfums qui est à Grasse, dans le sud de la France. Cette société a cartonné ces dernières années. Depuis 2020, on est dans un range à plat et on vient de passer du haut du range au bas du range. Le haut du range est à 1060, le bas du range est à 850. Il y a 20% entre les deux. On vient de passer du haut au bas du range. Vous voyez que la MM200 semaine s'approche. Vous voyez qu'en données journalières, on est dans un large range et on vient de passer de la borne haute à la borne basse. Et donc je pense que comme une ligne de fonds de portefeuille de qualité, avoir du Robertet au plus près des 850 euros, c'est ce qu'on appelle une bonne opportunité. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Je trouve les marchés incertains, je sais que je ne sais pas, les US sont encore fébriles, la Fed parle demain, espérons que Jérôme Powell botte en touche et essaye de rassurer un petit peu pour que les indices stabilisent. Si c'est le cas, c'est bien. Si c'est pas le cas, on ira faire un cran de baisse supplémentaire. Et espérons que vous ayez encore des liquidités pour pouvoir renforcer à ce moment-là
Parce que c'est clair que quand on est 100% investi, qu'on n'a pas de stop et qu'on est à -20 depuis le début de l'année, c'est un peu douloureux à subir. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes sur des valeurs de croissance, des small caps, des trucs plutôt dynamiques, rapides, eh bien il faut avoir un bon money management et des bons stops de protection. Si vous faites du buy and hold à moyen long terme, eh bien faites-le sur des valeurs qui vont avec et non pas sur les valeurs de croissance les plus sensibles au taux. Je compatis avec vous de la baisse en cours. Ce début d'année n'est pas facile. La plupart des amis que j'ai et moi-même on déguste comme il faut. Donc je vous souhaite le meilleur pour la suite. Gardez le sourire, gardez le moral. Bonne semaine à tous et à mardi prochain pour les marchés en action. Au revoir à tous.